Kong. Alors King Kong a été adapté sous plusieurs formes, dans plusieurs films. Il raconte toujours à peu près la même histoire, hein. Des personnes trouvent une carte où il y a l'île du crâne, hein, Skull Island. Le navire, en général, le SS Venture, part à la recherche de cette île. Ils vont bien sûr rencontrer les indigènes. Il y a une jeune blonde qui les accompagne. Cette jeune blonde va se retrouver kidnappée par ces indigènes qui vont l'offrir à leur dieu, un grand singe géant magnifique, King Kong. Bien sûr, l'équipage part à l'aventure et vont rencontrer moult problèmes sur le chemin. Donc je voulais à travers cette vidéo jeter un œil sur les King Kong, tous, les plus importants en tout cas de l'histoire du cinéma, de celui de 1933 à celui de Peter Jackson, en enlevant bien sûr les Kong de Skull Island et de Godzilla vs Kong, parce que déjà ça ne raconte pas l'histoire. Il tient même plus du héros Marvel qu'autre chose pour moi, puisque ce sont vraiment des histoires de baston en général. Et revenir au film d'avant. Je ne parlerai pas non plus des dessins animés, des petites séries où le petit singe bien gentil va aider les jeunes et tout ça. On est là pour parler de l'histoire principale, la classique, la normale. Alors pour cela, il faut revenir en arrière, hein. 1933, la RKO est en train de tourner 2 films en même temps. Et pas des moindres. Nous avons Les Chasses du Konzarov, excellent film, donc réalisé par Merian C. Cooper et Ernest B. Schoedsack, qui eux ont donc l'avantage de tourner ce film-là et en même temps King Kong, puisque les 2 studios sont à côté, ils utilisent les mêmes acteurs, hein. Vous avez Favre, vous avez tout ça, et les 2 sont cultes. Donc c'est déjà quand même hallucinant, il y avait un savoir-faire à l'époque qui était absolument fabuleux. Pour ce qui est de King Kong, ça va enchaîner une expérience pour le spectateur hors du commun, hein. Les 2 aventuriers que sont ces 2 réalisateurs vont faire un classique instantané, mais instantané pour le spectateur. C'est un succès mondial qui est vu par des millions de spectateurs. Les gens sont fous, ils ne croient pas ce qu'ils voient devant l'écran, hein, parce qu'il faut se mettre à leur place. 1933, vous n'avez pas l'habitude de voir ça, des dinosaures, un singe géant et puis des humains en interaction avec eux. Voilà, il y a une empathie profonde et pour le singe et pour les personnages, ça fonctionne, c'est juste génial. Bon, bien sûr, ils vont essayer derrière d'exploiter le filon avec un 2e film qui s'appelle Le Fils de Kong, qui lui ne marchera pas et sera un bide absolu. On a d'autres films sur des singes géants qui auront été faits au cours de ces années-là, dont le Mighty Joe Young, hein, qui nous permettra de faire la connaissance d'un spécialiste des effets spéciaux qui est adoré dans le monde entier, c'est Ray Harryhausen, qui par ce film-là donne le meilleur de lui-même et est juste déjà parfait. Et bien sûr, tous les films japonais, hein, Konga et j'en passe, Kong contre Godzilla, voilà, de plus ou moins mauvais goût, mais souvent mauvais goût. Et voilà, bon, on va pas parler de tout ça, on s'arrêtera aux 3,5 films principaux. Vous verrez pourquoi. Donc ne nous y trompons pas, hein, vous n'avez pas aimé la fin de ma chronique, parce que si une chose est claire et évidente pour moi dans King Kong, c'est que en plus de l'aventure, hein, en plus de tout ça, le but principal du singe, c'est quand même de ken la blonde. Voire même en fin de métrage de tomber carrément amoureux d'elle. Je sais, ça fait bizarre pour un singe, mais c'est entièrement le cas. 1933-1976, c'est clair, c'est net. Le singe a un regard lubrique au début et un regard amoureux à la fin. On ne peut pas l'enlever, c'est comme ça, c'est filmé. Tous les films vont garder beaucoup de points communs, le bateau, l'arrivée, le brouillard, l'île, les indigènes, la scène du ravin avec le tronc d'arbre où Kong fait tomber beaucoup de monde dans ce ravin, les prédateurs en fonction du budget, hein, parce qu'il y a soit What Me Dinosaur, soit un serpent géant, hein, ça dépend des films, et les hommes vont juste changer les personnages principaux en fonction des époques. I always wondered how Cortez felt when he first saw the Inca treasure. Actually, it wasn't Cortez. It was Pizarro. When he died, busted for him.
Donc pour celui de 33, c'est l'histoire de Carl Denham, un réalisateur qui trouve une carte avec l'île du crâne. Il va engager la jeune actrice Anne Darrow, jouée par la fabuleuse Fay Wray, et ils vont partir sur cette île. Elle va être offerte à Kong, et bien sûr, malheureusement, les aventuriers vont rencontrer moult prédateurs, des diplodocus, voilà, des T-Rex et j'en passe. Donc il y a plein de combats, c'est vraiment magnifique. Le film est pas très long, donc il se regarde. Il est juste impeccable. Kong est représenté sous forme de singe humanoïde dès le premier film, donc je pense qu'à partir du moment où un film de base montre cette base-là, on doit s'y tenir, d'autant que ça aide à comprendre justement cette sexualisation de ce singe et le fait qu'il en tombe amoureux de cette jeune blonde. Et dans celui de 76, mon film préféré, et oui, c'est la société Petrox, puisqu'on est en pleine crise du pétrole, qui va nous montrer Jack Prescott, un anthropologue professeur, qui monte sur le bateau en loose day et qui va se retrouver, malgré son infiltration presque réussie, démasqué très vite. On va l'engager comme photographe. Il va rencontrer Dwan, qui sort d'un naufrage dans l'océan, qui est sur une petite embarcation, et l'accueillir à bord. Who spotted me, by the way? That young fella over there. Du coup, eux sont à la recherche de pétrole, puisque c'est le but du film dans les années 70. Et dans le film de Jackson, nous retrouvons l'idée originale de 1933, Carl Denham, ici joué par Jack Black. Bon, joué, il faut le dire vite. Puis Anne Driscoll, joué par Naomi Watts. Il faut le dire vite. Et ils rajouteront un héros, un scénariste à succès, qui est joué par Adrian Brody. Bon, joué, il faut le dire vite. Et voilà, d'autres personnages là-dessus. Bon, je ne vais pas faire durer le suspense 3 plombs puisque je vous l'ai déjà dit. Quel est le meilleur King Kong pour moi ? Bien sûr, celui de 1933, pour l'innovation, le travail, les acteurs et j'en passe. Le film même était censuré à l'époque parce que King Kong effeuille légèrement Fay Wray et découvre un petit peu de peau, ce qui à l'époque n'était quand même pas bien vu. On retrouvera la version intégrale bien plus tard avec l'arrivée de la vidéo. Et bien sûr, la musique de Max Steiner qui utilise une thématique assez profonde, ce qui était assez rare à l'époque, et inspirera tous les jeunes compositeurs des années 80. Donc le film va tenir la barre très très haute, surtout à l'époque, et son seul défaut vient de la technologie, qui malheureusement aujourd'hui nous montre tous les défauts du film. En tout cas, quand je dis défaut, la limite des effets spéciaux de l'époque. Voilà, c'est sur un écran de taille gigantesque, moi je regarde sur 2 mètres. Bon, c'est vrai que Kong, vous voyez une poupée, il n'y a pas photo, on peut pas se tromper. Mais il faut rester il faut essayer de rester l'esprit ouvert quand vous le regardez, et se mettre à la place des enfants que nous étions quand nous l'avons découvert, ou des spectateurs de 1933 quand eux l'ont découvert. Mais voilà, pourquoi celui de 76 ? 76, ce King Kong là, pour moi, niveau empathie, suspense, exotisme, érotisme, violence et même poésie, grâce entre autres à l'énorme partition musicale de John Barry, qui est juste une grosse clacasse dans la gueule, le King Kong de 76 apporte tout ça et même plus. Bon, alors vous allez me dire, mais pourquoi celui de 67 ? John Guillermin, c'est quand même pas le meilleur réalisateur du monde, même s'il a fait La Tour Infernale et d'autres films. Et puis voilà, les autres maîtres comme Schoedsack et Cooper, voire l'intouchable Peter Jackson. On va répondre de suite à cette question. This thing is just never gonna work. Can't you see? Donc dans les années
70, le cinéma a son lot de films catastrophes. Il y a bien sûr, Les Dents de la Mer en semi-petit film catastrophe, mais quand même c'en est un. Il y a bien sûr La Tour Infernale, réalisé par John Guillermin, donc le réalisateur de ce King Kong là. Vous avez les Airports, 747 en péril, les naufragés du 747, l'aventure du Poséidon, bien sûr, un grand film. Donc vous avez tous ces films là, et du coup, comme on offre la réalisation à John Guillermin, qui a fait donc cette Tour Infernale, vous avez déjà à l'image ce côté film catastrophe. C'est un truc, je ne sais pas comment il faisait, mais vous aviez un scope qui était absolument parfait, une mise en scène qui était très sobre, je veux dire presque en poulet, mais qui voilà, il y avait une manière de monter jusqu'à l'explosion finale, la catastrophe. Et King Kong, c'est justement ça. Même si la catastrophe commence déjà dans la jungle en milieu de métrage, c'est à New York où elle se libère totalement dans sa sauvagerie. Donc Guillermin nous donne un film catastrophe classique, on va dire dans sa réalisation, mais va avoir une musique sortie du cœur, une véritable histoire d'amour avec des notes. Enfin moi je le dirai jamais assez, cette musique-là est juste fabuleuse. Ça n'a pas été facile pour John Barry de la composer. D'ailleurs je vous conseille encore une fois le livre de Bruno Communal qui parle de la musique de Max Steiner et de celle de John Barry beaucoup mieux que moi. Vous avez aussi ce qui aide énormément de Guillermin, c'est la photo de Richard Klein qui va nous donner des moments d'un kitsch absolu. Vous avez des flous autour des personnages pour les scènes d'amour et tout. Vous vous dites non mais bon... Je vous comprends, c'est pas ce qu'il y a de mieux, j'ai pas dit que le film était parfait, loin de là, mais vous avez aussi une poésie par moment qui est absolument géniale, et voir libérer des fantasmes par l'image, c'est-à-dire à force de ne rien nous donner de ce qu'on pourrait voir, puisque effets spéciaux limités obligent, lui va par sa photo nous faire fantasmer et nous faire rêver, nous faire découvrir et essayer d'imaginer ce que c'est autour quand on ne le voit pas. You wanna eat me? Then go ahead! Do it! Mais ce King Kong, c'est aussi l'affrontement, on va dire, la rencontre de deux géants. D'un côté, Kong, le singe, comme d'habitude, qui est toujours là, et de l'autre, Dino De Laurentiis, producteur dont je parle très souvent, capable du meilleur et souvent, trop souvent, du pire. C'est un homme, mais d'une... Il est absolument infâme dans la vie. Il veut que son Kong soit modernisé, donc du coup ça se passe dans les années 70, de nos jours quand on y vit, et veut montrer aux gens qu'il est capable de réaliser un des plus grands films de tous les temps, alors que tout le monde est persuadé qu'il va se planter. Il va penser pouvoir produire le film pour moins de 17 millions. Bon là, je pense que l'histoire lui donnera malheureusement tort. Et l'avenir va lui montrer surtout que les emmerdes vont s'accumuler. Parce que quand on veut faire plaisir, c'est bien. Mais quand on veut fantasmer, c'est autre chose. Puisque ce cher Dino De Laurentiis convoque la presse en leur disant qu'ils vont construire un singe géant en animatronique, en mécanique, hydraulique, et ce singe va bouger, avancer, reculer, se battre, enfin tout le tintouin, le mec est fou. Mais il y a aussi un autre problème pour Dino De Laurentiis, c'est que la Universal veut faire son King Kong elle aussi. Du coup, un petit combat juridique va s'en suivre. Dino De Laurentiis va lâcher 5 millions de dollars. Donc le film n'est toujours pas commencé à tourner. Mais voilà, il y a déjà 5 millions qui sont partis. Et il va pouvoir le faire, mais malheureusement, il va devoir le faire plus vite que prévu. C'est sur la base d'un scénario de Lorenzo Semple, qui avait écrit Les Trois Jours du Condor. Enfin, c'est un très bon scénariste. Et donc, sous crise du pétrole, que le script sera rendu plus moderne. Alors, ce film de 76, qu'est-ce qui me plaît ? Déjà, les acteurs.
Moi, je suis désolé, j'adore Favre, j'adore tous les acteurs du premier film, tout ça, mais je ne peux pas résister à Jeff Bridges. C'est un de mes torts. Le gars a 27 ans, il a déjà une carrière de malade, il a tourné avec Chimino. Voilà, bon, il est juste excellent, avec ses cheveux longs et sa barbe. Moi, je le trouve, voilà, c'est le héros parfait d'entrée. Vous avez aussi Dwan. Alors, pour le rôle de Dwan, cette jeune femme blonde qui doit servir d'amour à ce Kong, on envisage Barbara Streisand, on envisage Cher qui est brune, on envisage Bo Derek ou Meryl Streep qui a même un entretien avec Dino De Laurentiis mais qui lui dira non, vous êtes trop moche. Le gars, c'est vraiment la classe absolue. Et c'est donc en cherchant dans plusieurs agences de mannequins qui vont trouver à New York la jeune Jessica Lange qui a 27 ans, aucun film à son actif, c'est donc son premier, et qui va remporter donc la possibilité de jouer ce rôle. Elle y est d'un érotisme horrible. Moi, je suis désolé, mais tout petit, je pense que j'ai dû avoir le kiki dur plus d'une fois. Elle est parfaite dans ce rôle. Elle arrive à être naïve, mais en même temps, elle sait se démerder. C'est quelqu'un qui connaît le monde dans lequel elle vit et qui sait ce que les gens pensent d'elle. Et ça, déjà, c'est parfait. Et nous avons bien sûr les deux couillons, les deux connards de service, qui sont joués par surtout le premier, Charles Grodin, qui joue une espèce de financier fou de pétrole, qui va mettre la vie des gens complètement en danger sous prétexte d'essayer de capturer ce Kong puisqu'il n'y a pas de pétrole au final. Et René Aubergenois, qui est donc le scientifique qui va analyser tout ça et qui va comprendre que le pétrole, il n'y en a pas, donc ramenons le singe. Donc Dino De Laurentiis n'a qu'un choix, c'est s'entourer des meilleurs maquilleurs d'effets spéciaux à Hollywood existants, voire ailleurs. Il va donc engager déjà un Italien, puisqu'il est italien lui-même, Carlo Rambaldi, futur créateur de E.T. l'extraterrestre pour Steven Spielberg. Bon, pour moi, il a quand même une réputation qui est un petit peu plus forte que celle qu'il nous donne au final, parce que il s'est quand même souvent planté. Nous avons Glenn Robinson qui va lui s'occuper de tout ce qui est hydraulique pour faire bouger les doigts, les mains et tout ça. Et nous avons surtout Rick Baker. Alors Rick Baker, j'en ai parlé dans ma vidéo sur le loup-garou de Londres. Il a fait des films comme Greystock, Gorille dans la brume. C'est un spécialiste des singes et des gorilles. Celui de 1933, ce film-là, était parfait pour les effets spéciaux de l'époque, mais les mouvements de Kong et des dinosaures sont maintenant très très saccadés quand on le revoit, et du coup, De Laurentiis va essayer de faire en sorte en tout cas, de rendre ça plus crédible. Bon, là encore, il va falloir que vous ayez les yeux bien ouverts et le cœur bien accroché. Donc comme on voit que les systèmes hydrauliques, ça commence à merder, ça prend un retard monstrueux, qu'est-ce qu'on va faire ? On va se dire, on va mettre un gars dans un costume, parce que c'est ce qu'il y a de plus simple. Donc Rick Baker va créer plusieurs masques et va se mettre lui-même dans la peau du singe. C'est lui qui va enfiler le costume, parce qu'il veut imiter déjà au mieux les gorilles, les mettre sur quatre pattes et tout ça, mais De Laurentiis va faire mon gars, 1933 c'était un singe humanoïde, on reste sur un singe humanoïde, donc tu vas sur deux pattes. Rick Baker ronge son frein. Alors un bras géant mécanique va être construit sous la supervision de Carlo Rambaldi. C'est lui qui va s'occuper de tout ce qui est fourrure, la peau de la main et tout ça. Et Glenn Robinson, lui, va donc s'occuper de l'hydraulique, censé faire fonctionner le bras, la main et les doigts. Du coup, qui dit homme dans un costume, dit deux décors. Il faut un décor pour les personnages en prise de vue réelle et un décor pour le singe qui se déplace avec des arbres tout petits comme ça pour donner la sensation d'immensité du singe.
Donc les décors sont multipliés par 2, ce qui va déjà avoir un coût supplémentaire. Donc les effets spéciaux d'optique et de transparence seront réalisés par Frank Van der Veer. Il y a des moments où on sent qu'il devait être à fond dessus, puisque ça marche très bien, et il y a d'autres moments où on se demande s'il n'était pas parti de la cafétéria quand même. Mais enfin bon, ça passe quand même. Vu le retard que vont prendre les effets spéciaux, De Laurentiis va essayer de tourner les scènes en décor naturel de suite, pendant que les mecs sont en train de bosser. Mais même là, les intempéries vont avoir raison de lui. Le budget va grimper de façon astronomique. On rajoute déjà 3 millions de dollars au 17, et je compte pas les 5 de Universal. Et même Jeff Bridges, le pauvre, va choper la grippe. Did you ever meet anyone before whose life was saved by Deep Throat? Les hôtels où l'équipe est installée sont absolument insalubres et c'est désastreux. La météo interrompt le tournage tout le temps et on finit les plans extérieurs quand on le peut. Voilà, dès qu'ils ont 2 minutes. Alors de retour, qu'est-ce qu'ils s'aperçoivent? Les décors sont pas prêts, le singe est pas prêt, donc le budget va commencer à se réduire parce qu'il y a quand même une limite. Et la bonne surprise va venir du bateau, le pétrolier qui est enfin trouvé. Il est d'origine norvégienne. Cet imposant bateau va servir de tournage pendant 3 jours et un petit peu sauver les techniciens d'un chômage technique qui allait leur arriver dans la gueule, parce que pendant qu'ils tournent ces 3 jours sur ce bateau, le Kong il fonctionne toujours pas et les masques du singe ne sont pas finis. Alors Carlo Rambaldi ne dépense que la somme modique de 1 million de dollars avec Glenn Robinson pour faire son singe géant mécanique. Celui-ci peine à lever ne serait-ce qu'un bras ou bouger à peine les poignets. On verra ça d'ailleurs dans le film. Absolument magnifique. Rien ne marche. Voilà, rien ne marche. Les 2 hommes ne parlant pas la même langue en plus, puisque Rambaldi parle italien et Robinson l'américain, ils ont du mal à communiquer. La tension est palpable entre les deux. Et la première main qui est construite ne fonctionnant pas, ils décident d'en faire de faire une main chacun de leur côté. De Laurentiis en plus continue à faire croire à la presse que la taille du King Kong sera bien un singe géant et que ça fonctionnera. Alors c'est bien de travailler chacun de leur côté, mais quand on se parle pas, ça peut craindre, et donc du coup les 2 hommes vont faire 2 mains droites. Voilà. Donc on a 2 mains droites, pas de main gauche. Ça commence à puer du cul un petit peu, mais bon, c'est une production de Laurentiis, je vous le rappelle. Arrivé dans l'immeuble où les effets spéciaux se font, John Guillermin enrage, il veut que les mains soient plus grandes, il faut donc les refaire puisque ça ne correspond pas à la taille de Jessica Lange. Alors bien sûr, les faux raccords sont nombreux. La taille par exemple du bras qui sort du chloroforme quand ils endorment King Kong, si vous regardez, il reste ça pour la tête. Bon, ça craint un petit peu. On n'est pas anatomiquement parlant proche du monstre, mais bon, c'est comme ça. Les effets spéciaux réels étaient vraiment faits à la va-vite et ça se voit. Alors les médias, eux, ils se régalent parce que il y en a toujours un pour shooter 2-3 trucs. Ça sent bon le désastre. La main de Robinson finit par fonctionner, elle, par contre. Donc ils vont faire une main droite, une main gauche. Et la marionnette géante du coup, ce King Kong géant qu'avait promis De Laurentiis, ne sera que dans 2 plans dans le film et d'une immobilité absolument magnifique. Alors quand la main géante est prête, on est prêt à tourner, mais Jessica Lange, elle commence à flipper, elle voit des pistons, elle voit de l'hydraulique, elle se dit putain ça merde de partout, j'ai pas trop envie. La doublure, faisant un test avec la main qui la soulève, il y a 2 câbles qui pètent, la doublure se retrouve la tête en l'air puisque la main se retourne. Il faudra donc 3 semaines de délai pour réparer la main. Encore une fois, Guillermin est content, il fulmine. La scène reprendra plus tard, elle sera enfin tournée et va donner
assez étonnamment, la plus belle scène du film, sous la musique, encore une fois, de John Barry. C'est la scène de la cascade, la scène où Kong lave Dwan, la fait plonger, la reprend, lui souffle dessus pour la sécher. C'est une scène, La Belle et la Bête, Dwan est sublime, elle est d'un érotisme absolument fou. On se demande bien pourquoi. Et sous l'œil d'ailleurs très lubrique du singe, on voit que Rick Baker la regarde avec envie. C'est une fois qu'ils sont arrivés dans leur repère que Kong va s'occuper de jouer avec son doigt sur le déshabillage de la belle. Ça restera dans les mémoires puisqu'on voit, oh mon Dieu, un petit bout de sein et pas des plus moches. C'est la scène qui a une tension sexuelle sur tous les films la plus aboutie entre la Belle et la Bête. On ne verra plus jamais ça après, malheureusement. Alors que c'est quand même, le but du singe. Alors les scènes sont belles, les scènes sont faites, mais il y a un petit problème, c'est que Rick Baker, lui, il souffre. La chaleur dans son costume est juste insupportable. Les maquettes ne sont pas au bon rendu en plus, mais ça, si vous avez l'œil, vous verrez. Et le pire est à venir, puisque en effet, il va y avoir un affrontement contre un serpent géant dans la caverne de Kong. Et le serpent est absolument pas crédible. Il a une tronche. On se demande comment ça a pu arriver. Et donc on a un Rick Baker qui porte sur lui un costume qui pèse juste 15 kilos et il doit combattre un serpent géant qui lui en fait 40 sous une chaleur donc implacable. Et c'est les monteurs du film en fait qui vont sauver cette scène, puisqu'elle est tellement molle, elle est tellement triste à regarder que c'est en faisant un montage avec la musique de Barry qu'on va essayer de donner un peu de suspense à ce qui se passe. Alors dans les King Kong, bien sûr, il y a besoin de figurants, puisque nous avons déjà la scène de la Grande Muraille, puis la scène à New York. Alors pour ce qui est de la scène de la Grande Muraille, il y a eu 300 figurants, une muraille qui coûtera 800 000 $ à construire. Le pire venant quand même de celle de New York, où là, De Laurentiis se disant, je veux pas dépenser pour la foule, on va faire venir des gens gratuitement, on va leur dire qu'ils vont jouer dans le King Kong. Mais le problème, c'est que, n'étant pas payés, ils font un peu ce qu'ils veulent. La foule est ingérable. Elle va arracher les touffes de poils, elle va même enlever un doigt au pauvre Kong qui n'en demandait pas tant, et il essaiera même de démonter de la marionnette. Donc il est présenté à New York, ce pauvre Kong, en pompe à essence, le final que l'on connaît. Kong n'est réduit qu'à cette pompe à essence. Il est donc industrialisé d'entrée dès son arrivée à New York. Et ce sont des hélicoptères qui auront raison de lui, à défaut des avions dans le premier film. Donc le film sort, les critiques sont implacables, c'est de la merde. Je comprends à peu près pourquoi. Mais ils disent que le film est un bide, alors qu'en fait pas du tout, puisqu'il va rapporter plus de 90 millions de dollars à travers le monde pour un budget final de 23. Il était parti sur 17, ça avait bien enflé quand même. Il y aura l'Oscar des effets visuels en 77 et le Golden Globe de la meilleure révélation féminine pour Jessica Lange. Hey, seen anything yet? Come on. Alors il y a une version longue qui existe de ce film, qui dure près de 3 heures, qui a été faite pour la télé. Alors elle est un petit peu moins sanglante, mais le film n'est pas trop sanglant non plus. Donc voilà, c'est un film que j'aime beaucoup, parce que il y a une ambiance. C'est vraiment un film pour moi d'ambiance, il y a quelque chose. C'est vrai que je l'ai vu petit, mais quand je le revois, j'arrive à garder les yeux ouverts comme celui de 33, et il m'amène quelque chose par son scope, par ses couleurs. Et malheureusement, De Laurentiis, qu'est-ce qu'il va faire ? Ça a bien marché en 76, on va en refaire un autre. Et donc on va faire King Kong 2 quelques années plus tard, dans les années 80. King Kong 2, toujours réalisé par John Guillermin, avec Linda Hamilton, notre Sarah Connor préférée. Ils vont se retrouver donc dans un film, c'est un des films les plus ridicules de tous les temps.
Voilà, je pourrais même faire une vidéo entière dessus. Peut-être qu'un jour je ferai ça, je vais voir. Donc King Kong 2, comme c'est dit dans la bande-annonce, il revient et il est pas content. On apprend que King Kong n'est pas mort à la fin du 1, mais qu'il est dans le coma et ils doivent lui faire absolument une transplantation cardiaque avec un cœur artificiel. Bordel. Et donc, il leur faut du sang et comme de par hasard, un jeune aventurier absolument mais immonde en jeu d'acteur, le mec est pas bon mais à un niveau, faut voir le film, ben lui il va trouver dans la jungle normale, hein, c'est-à-dire qu'il va pas à Skull Island, non, dans la jungle normale, il y a une Kong femelle. Pourquoi se faire chier quand on n'a pas à se faire chier? Donc bien sûr, il y a à peu près quoi? Allez, 10 indigènes qui vont lui lancer des fléchettes sur la gueule avec du poison, mais comme la Kong elle est géante, bon ça ne fait que l'endormir. Donc là où il a fallu des ballons de chloroforme dans l'un, voilà, là il y a 10 fléchettes et le truc s'endort. C'est juste voilà, c'est digne des films humoristiques les plus solides. Il va se réveiller, bien sûr, le Kong après l'opération. Alors l'opération, il faut le voir, on clampe les veines avec des espèces de ciseaux comme ça. Voilà, c'est très drôle. Et il va se réveiller, il va sentir la Kong femelle. Bien sûr, ils vont s'échapper. Ils vont les ken en même temps que Linda Hamilton et l'aventurier débile. Voilà, bon, ça fait rire. C'est absolument drôle. Ils ont l'armée au cul, ils sont dans la campagne américaine. Kong se fait même capturer par 5-6 bouseux avec un éboulement de pierre. Ils vont lui faire boire de l'alcool, tout ça. Jusqu'à ce qu'il s'énerve. All right. Enfin, c'est triste quand même. Enfin, c'est d'une stupidité à toute épreuve. Il y a une scène où il chope un crocodile. Alors vous voyez bien qu'à dans la main, ils prennent un bébé crocodile avec des gros yeux. Vous savez, on a tous vu des bébés crocodiles. Et ils vous mettent un plan d'un vrai gros crocodile qui fait... histoire de nous faire croire que c'est vraiment un vrai crocodile. Bon, on doit être trop con pour pas y croire, je sais pas. Et bien sûr, ben, ça va se terminer par la naissance de bébé Kong, hein, alors qu'il n'est pas du tout à la taille, hein, là pour le coup. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Je pense qu'ils mettaient un homme adulte sur le personnage, ça passait, mais là non, ils ont décidé de prendre un enfant, donc à mon avis en pétant, je pense qu'elle pouvait accoucher du bébé Kong, mais non, elle souffre pendant 3 heures pour accoucher d'un truc de 5 cm. Et voilà, Kong bien sûr se fait abattre par l'armée, le cœur lâche, hein, à cause des canons et tout le tintouin, et va toucher son enfant à la fin du film, dans un moment d'une émotion rare, j'en chiale encore. Alors voilà, pour moi reste donc le King Kong de 76 quand même, hein, tout simplement parce que le thème de la Belle et la Bête y est traité de façon admirable. C'est vraiment l'histoire telle qu'on la connaît, telle qu'on la veut, avec des effets spéciaux, du kitsch absolu, des fonds verts dégueulasses, enfin tout ce que vous voulez. Mais pour moi ça fonctionne parce que les acteurs sont très bons, Rick Baker fait quand même du bon boulot de temps en temps, et que voilà, bon, on a quelque chose quand même qui se rapproche des films catastrophes qui eux fonctionnaient toujours malgré eux aussi un certain kitsch, il faut l'avouer. La façon dont Kong joue avec la Belle, hein, son regard hyper lubrique quand il la dénude, on ne peut qu'y voir qu'un Kong obsédé par la blancheur et la blondeur de la Belle. Cette sexualité se transformera dans les deux films en amour pour le singe et pour sa blonde. Alors, pourquoi Peter Jackson a-t-il osé faire l'inverse et nous donner un Kong digne de figurer dans une émission pour enfants ? Nous sommes en 2005, après une très très longue gestation, puisque Peter Jackson voulait réaliser ce film bien avant Le Seigneur des Anneaux. C'est grâce au succès de celui-ci que la Universal va le convoquer pour faire le King Kong qu'il veut, sous la houlette de ce réalisateur qui est oscarisé, et lui dire « Vas-y mon gars, lâche-toi ». Ah ça, se lâcher, il va le faire. Mais était-ce le moment ?
Tourner Le Seigneur des Anneaux, je pense que c'est pas un tournage très simple. Il devait être complètement claqué et il n'a pas attendu. Il n'y a seulement que 2 ans entre Le Retour du Roi et King Kong. Je pense que c'est 2 ans durant lesquels il aurait dû se reposer et pas enchaîner sur un autre tournage. Et que ce soit en version longue, que ce soit en version courte, rien ne change. Le film n'est pas bon pour moi, il ne fonctionne jamais, même s'il comporte des scènes de baston des plus impressionnantes. Bref, une île, une blonde, un singe, vous connaissez l'histoire. Hein. Ce qui est intéressant avec ce film, ou pas justement, c'est son incapacité à raconter une histoire que tout le monde connaît par cœur, juste à cause d'un ego démesuré. Voilà, alors vous allez me dire, oh non, Peter Jackson n'a pas un ego démesuré. Le Hobbit, 140 pages en 12 heures de film, s'il vous plaît, hein, je pense qu'il l'a montré, et puis son King Kong le montre, voilà. Donc il est clair qu'avec ce film, Jackson a voulu tellement en faire qu'il a dépassé ce stade jusqu'à la nausée. Ça va rester le mot de cette critique, commençant déjà par une introduction de près de 40 minutes, hein, où on essaie de nous faire croire que Jack Black est un bon acteur, ce qui n'est absolument pas le cas, même s'il ressemble à Orson Welles sans son talent. On arrive enfin dans l'île, hein, dans la version longue, on doit supporter les acteurs, la mise en scène dans le bateau, l'histoire d'amour qui arrive comme ça, même si elle est déjà fan parce qu'il est scénariste. Bon, je suis désolé, mais bon, Adrian Brody, il a le charisme du dandive. Naomi Watts, elle tombe amoureuse, mais elle l'était déjà avant, juste parce que c'est... Enfin voilà, on a aucun personnage qui est empathique d'entrée. Vous avez Jack Black, il est insupportable avec son regard de vicelard, là. Il en fait 3 tonnes. Qui fasse ses comédies, il est très bien dedans, ça me va, hein, il n'y a aucun souci. Mais là, ça passe pas. Adrian Brody, lui, il est juste invisible. Et Naomi Watts, il n'y a pas d'érotisme, hein, je suis désolé, mais Anne Driscoll, elle existe absolument pas. En tout cas, dans cette première partie. Et la définition même de ce King Kong pour moi, c'est les montagnes russes. C'est-à-dire que ça n'arrête jamais. Les mouvements de caméra, comme les scènes d'action. Arriver sur l'île, qui dans tous les autres films se faisait normalement. Ils débarquaient avec leur truc. Non, là... Ils voient les rochers au dernier moment, bien sûr les vagues, les balances des uns des autres contre les rochers. Alors bon, le bateau déjà, il est 100 fois plus solide que le Titanic, hein, parce qu'il a fallu toucher un peu l'iceberg pour que l'autre prenne l'eau. Là, ils se font 4 rochers, il n'y a rien qui bouge. Hein. Bon, si on veut, donc on a des plans saccadés, des ralentis absolument dégueulasses, notamment dans la scène avec les indigènes. Alors là, moi, je comprends pas ces plans. Je trouve ça infâme. Voilà, je sais pas ce qu'il a voulu faire. Et puis les plans de la jungle. Alors moi, j'aime bien, je veux bien qu'ils mettent tout le pognon dans les effets spéciaux dans la jungle. Hein. James Cameron réussit ça dans Avatar sans jamais nous emmerder. Et là, les plans, ils sont tellement beaux qu'ils en deviennent moches. Il y en a trop partout. C'est vraiment, ça devient une... C'est-à-dire qu'on ne nous laisse plus fantasmer, ça devient le fantasme à l'écran, en fait. Jackson montre tout et n'oublie rien, hein, il ne laisse jamais plus, donc notre imaginaire travailler, tout simplement, laisser le spectateur essayer de deviner 2-3 trucs, non, tu regardes, gars, t'absorbes, mais tu réfléchis pas, je te montre, voilà, je te montre. Je suis désolé, mais le cinéma, c'est aussi quand même rêver un petit peu, là, jamais. Donc on va rester en plus d'1 heure sur cette île, c'est quand même beaucoup, hein, par rapport, c'est presque la durée du premier. Tout est à l'écran, trop, et jamais le fantasme donc ne surpasse cette vision cinéma d'un autre temps, en tout cas pas du mien. Et surtout, il y a l'oubli total de ce qu'il y avait de plus important et dans l'histoire et dans les autres films, c'est la tension sexuelle entre la belle et la bête. Naomi Watts n'a jamais été aussi creuse pour moi, et son amitié avec le singe coupe littéralement toute forme de suspense. C'est à croire que le sexe pour Peter Jackson est synonyme de risque, et bien sûr, on le voit en ce moment dans le cinéma actuel, on ne prend plus de risques
Je suis désolé, mais il n'y a plus personne qui va vous montrer quelque chose qui pourrait vous choquer. On ne sait jamais. Il pourrait y avoir un avocat qui en prendrait de la graine. Et c'est là que le bas blesse, parce que par sa sexualité assumée dans les 2 premiers films, en plus du fait de sa grandeur et de sa sauvagerie, Kong reste quand même un animal. On avait peur pour la Belle. La Belle avait peur de lui. Anne et Dwan, dans les 2 premiers films, n'oublient jamais qui elles ont en face de lui. Même si, à la fin, elles respectent l'animal et elles ont de la tristesse pour lui, elles étaient en danger tout le temps. Tout le temps. Et il n'y avait qu'à la fin du métrage où on ressentait quelque chose. Là, c'est pas le cas. Là, c'est pas le cas. Je vais y revenir. Alors les acteurs pour moi sont complètement en roue libre, hein. Donc Jack Black lui il en fait des tonnes, il nous assène à coups de talon l'ignominie de son personnage sans même essayer d'être un tant soit peu discret, hein. Voilà, il joue de façon comme d'habitude, voilà, il en fait trop, c'est du Jack Black, il surjoue. Il a même droit malheureusement à la phrase finale, hein, c'est la Belle qui tue à la bête, et il arrive même pas à donner une once d'émotion dans ce qu'il dit. Andy Serkis par exemple, alors Andy Serkis, voilà, surjoué en permanence, là, son marin avec son œil à moitié baissé, son cigare à la gueule et son accent, comme chez Marvel d'ailleurs, hein, quand il fait je sais plus comment il s'appelait, c'était Kwang ou je sais pas quoi, non, je sais plus comment il s'appelait, Claw, voilà, il jouait Claw, c'était insupportable. Là voilà, c'est joué jusqu'à l'insupportable en fait. C'est joué jusqu'à l'insupportable. Moi ça me gonfle. Adrien Brody, il est insignifiant, il est aussi héroïque. À la limite, je préfère l'autre là qui joue l'acteur là qu'on a vu dans plusieurs séries, qui est au moins, je sais pas, il a au moins un peu de charisme parce qu'il est idiot, mais là. Voilà, il y a que les seconds rôles qui sont intéressants, le capitaine du bateau, le Black là, le sergent, le petit jeune là de Billy Elliot, enfin voilà, eux ils sont intéressants, mais bon, ils apparaissent 2 minutes quoi. Donc du coup, sans sexualisation, le danger de Kong envers Anne, il disparaît. Là c'est la bonne copine, alors, elle fait le clown, elle tombe, elle retombe, elle fait du jonglage et tout. Et le singe, qu'est-ce qu'il fait? Il rigole. Il rigole. Le singe il rigole. La préservant des dangers, donc il rôde tout autour d'elle, hein, puisque il y a des T-Rex, il y a des sortes de varans géants absolument dégueulasses, des insectes qui font la taille de machin. Oui, effectivement. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle va se caler sous les jambes de Kong en milieu de métrage, et donc dès le milieu du métrage, ça y est, elle montre au singe qu'elle est de son côté. Le singe comprend qu'il est accepté. Alors on a voilà, montagne russe. Ça devient son pote, le film rate le coche, on n'a plus d'horreur, on n'a plus de menaces. La seule menace, c'est les indigènes à la limite, et puis l'île elle-même, voilà, mais Kong n'en est plus une. Et ça rend jamais à King Kong ce qu'il est vraiment, un monstre. Voilà, c'est juste hallucinant quoi, c'est pas un monstre, c'est le bon copain. Voilà, donc ça doit être sponsorisé par le National Geographic, j'en sais rien, mais ça devient juste insipide pour moi en tout cas. Alors reste des effets spéciaux et des scènes d'action pour la plupart, comme celle des T-Rex, et encore, fallait-il qu'il y en ait autant des T-Rex? Parce que 1, c'est déjà pas mal, 2, bon pourquoi pas, 3 ou 4, c'est n'importe quoi. Il y a la scène en plus suite au combat des lianes, alors là on en veut de l'attraction, parce que là c'est un truc d'attraction, c'est comme si vous étiez vous en tant que spectateur, mais je pense que c'est ce qu'il a voulu, hein. Vous êtes dans votre petite cabine bien au chaud, puis vous avez en 3D là des T-Rex qui vous arrivent sur la gueule et tout ça. Bon, c'était pas en 3D le film, c'est pas ce que je dis, mais je parle si c'était une attraction, et voilà, la scène des lianes est juste à chier, et puis bien sûr il y a cette scène où le T-Rex tombe, puis Kong le combat pour sauver la Belle. Alors il y a des effets qui sont très réussis. J'aime beaucoup par exemple la scène de la muraille avec ce feu, cette lave, qui m'est
étonnamment pas le feu à de la paillasse, puisque c'est quand même une muraille qui est en bois et en paille. Là, on balance de l'huile enflammée ou de la lave, ce que vous voulez, dessus. Ça passe. De toute façon, ça passe. Mais bon, c'est joli à voir parce qu'il y a cette fumée rouge, orangée. Et l'arrivée de Kong, elle est très très bien amenée. Ça passe très bien. C'est vraiment bien. Voilà, ça c'est plutôt bien foutu. La jungle, malgré le fait qu'on y voit trop de choses, et voilà, est quand même jolie. Hein, il faut le dire. On fantasme même sur un Dog Savage qui se passerait là-bas. Hein. En tout cas, moi le premier. Mais sur 3 heures, c'est pas terrible. 3 heures de métrage, 2-3 plans, une belle forêt. Voilà, donc ce qui fonctionnait sur Le Seigneur des Anneaux ne fonctionne pas du tout ici. C'est pas la trilogie du Hobbit qui me contredira. La caméra, elle vole sans cesse, elle est tout le temps au mouvement et le singe est bien un gorille. Hein. On enlève l'effet humanoïde, donc encore une fois la sexualisation. C'est un gorille géant, 4 pattes, voilà, réaliste peut-être, oui, mais on parle quand même d'un monstre géant. Donc à quoi ça sert de faire du réalisme et puis surtout, où est la prise de risque? Voilà, encore une fois, il n'y en a pas. Pourquoi on a cette caméra, par exemple, qui suit les mouvements du singe avec Anne qui est prise dedans? C'est vraiment le côté... On a l'impression qu'il veut nous faire dégueuler. C'est jusqu'à la nausée. Là où le film de Schoedsack en 33 et de Cooper s'arrêtait à 2 dinosaures, pendant 1 heure, il y en a 3000 jusqu'à la nausée. La scène des raptors et des diplodocus, je sais pas quoi, dans la vallée, là où ça tourne à gauche, à droite, on voit que les acteurs en plus ils sont à part, c'est même pas bien fait. Il y a des raptors, ils sont carrément, on a l'impression qu'ils sont en 2D, ils sont fins comme ça. Jusqu'à la nausée, quoi. La scène de l'arbre qui tombe aussi, je suis désolé, mais voilà, c'est pour les envoyer sur le terrain des insectes. Donc du coup, au lieu de tomber et de mourir, ils tombent avec l'arbre, ils s'en sortent, ils sont dans la vallée. Alors cette scène devait être dans le film de 33. Jackson a même demandé à sa boîte d'effets spéciaux de réaliser la scène en noir et blanc, comme si le film de 33 l'avait fait. C'est rigolo, mais voilà, sans plus. Là... Au début, c'est vrai qu'elle est inquiétante, vous avez ces insectes de partout, tout ça, puis là ça commence à sortir des bras de trous, des insectes, mais il y en a des milliards partout. Je me dis à un moment, arrête quoi, arrête, mais c'est insupportable, jusqu'à la nausée. Bref, tout est long, ça dure tout trop longtemps, mais vraiment trop longtemps. Il y a trop d'aventures, dans une aventure qui n'en demandait pas tant, jusqu'à la nausée. Du coup, les gens, suite au Seigneur des Anneaux, qu'est-ce qu'ils ont dit? On va aller voir King Kong par Peter Jackson, donc 200 millions de dollars, 20 millions d'ailleurs pour Jackson, il faut quand même le dire, ça se voit pas. Moi je suis désolé, mais ça ne se voit pas. Le film n'a jamais la grandeur de ceux d'antan. C'est bien foutu. On sait qu'on sait le faire maintenant. De toute façon, moi c'est le problème des films d'aujourd'hui, c'est qu'à partir du moment où les CGI arrivent, on sait qu'on sait le faire. Donc amène de l'âme, amène quelque chose, ne serait-ce qu'une ambiance. Là il n'y a pas. Pour moi il n'y a pas. I give you Kong, the eighth wonder of the world. La musique. Parlons-en. La musique de James Newton Howard, qui remplace donc au pied levé Howard Shore, qui a été débouté de son rôle, alors qu'on le voit même à l'écran. C'est lui qui dirige l'orchestre pendant la levée des rideaux à New York et que l'on découvre Kong enchaîné. Pourquoi il n'y a jamais eu un seul mot. Alors je pense qu'ils lui ont fait signer un contrat en or, on n'a pas une note de musique, on n'a rien. Il y a des fakes, il y a des CD soi-disant c'est la musique de ça, en fait ça vient d'un autre compositeur, c'est n'importe quoi. Mais voilà, pourquoi il a enlevé Howard Shore? Alors James Newton Howard, il se retrouve à composer 3 heures de musique, parce qu'en plus il y a de la musique, mais non-stop, ça n'arrête jamais. Il n'y a pas un moment où on se pose. Au moins avec John Barry, il y avait des moments où il n'y avait rien, et quand la musique arrivait, on se dit wow, parce que la musique nous transportait sur des scènes où il fallait qu'elle nous transporte, sinon on allait rigoler. Mais au moins il y avait ça. Et le film de Max Steiner, c'est pareil, vous n'avez pas 3 heures de musique non plus. Et là, il y en a 3 heures, ça n'arrête jamais. Comme s'il avait besoin de cette musique pour supporter un propos qu'il n'y a pas, supporter une histoire qui n'existe plus, puisqu'il n'y a pas de tension, il n'y a rien. Kong n'est jamais méchant. Me parlez pas du balai de glace sur le lac glacé là, dans Central Park, parce que là, je vous jure, je vais péter un boulon. Cette scène, on en parle.
Mais c'est pas ça. Enfin, il n'y a pas de moment de repos dans New York. Il saccage tout, il trouve Anne, il monte, il se fait buter, puis c'est fini. On n'a pas un petit moment de grâce entre les deux. Il y en a marre du copinage. Il y en a marre. Enfin, moi, je comprends pas. Donc, le thème du film de Max Steiner de 1933 est même repris dans la scène du lever de rideau. Hein, on l'entend, heureusement. Elle est donc dirigée par Shore. Et voilà, bon, New York est en proie à la peur. Oui, il détruit 2-3 trucs. Il jette les blondes et les voitures comme si de rien n'était. Bah, c'est de la poésie pour un enfant de 12 ans, en fait. C'est de la poésie pour un enfant de 12 ans. Voilà, donc le Kong de 76 était mal foutu, les effets spéciaux étaient très très moyens, mais il y avait une âme, il y avait quelque chose, il y avait... on rêvait en fait, on fantasmait sur ce que ça pourrait être. Et quand on a ce que ça pourrait être, le King Kong de Jackson, ben on rêve pas, on rêve plus, parce que tout est montré. Donc je vais donner bien sûr... des petites notes, hein, quoique ça ne serve à rien, mais bon, je mets un gros, bien sûr, 7 sur 6 au Kong de 33, parce que voilà, pour ce qu'il a amené au cinéma, c'était juste impressionnant. Je mets aussi un gros 6 sur 6 au Kong de 76, pour la musique, pour les acteurs et pour l'ambiance. Et je mets un 2,5 sur 6 au Kong de Jackson, pour voilà, 2-3 scènes, les effets spéciaux, puis voilà quoi. C'est tout. Enfin voilà, c'est dommage que Kong se termine par cette saga. Je suis presque plus heureux de le retrouver dans Kong Skull Island et Godzilla vs Kong, même si j'aime l'histoire principale, quoi. Donc j'espère qu'un jour, je sais pas, quelqu'un aura l'idée de refaire ça de façon plus sexualisée, aura les couilles de le faire. Mais je pense que c'est mort avec le monde dans lequel nous vivons. Je pense avoir fait une vidéo qui va peut-être me malmener, mais c'est pas grave, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ou pas, hein, si vous êtes d'accord ou pas sur ces films-là. Et je vous dis à très bientôt, pensez à vous abonner, bye bye.